Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Maître Alain Orunla au contact des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, le porte-parole du gouvernement, a eu des échanges directs avec le monde universitaire ce vendredi. Bientôt, un échangeur à Bedoko. L'ouvrage sera réalisé par le Japon. Ce vendredi, les deux parties ont procédé à un échange de lettres. L'Union des professionnels des médias du Bénin, préoccupée par la question du leadership féminin, elle vient d'organiser une causerie débat au profit des femmes des médias. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, l'actualité électorale, environ 48 heures après la clôture du délai de dépôt de candidature à la Sénat pour le compte des élections communales du 17 mai. La situation sur place a connu ce 13 mars une double évolution. Un nouveau parti a obtenu son récépissé provisoire de dépôt de dossier. Il s'agit de Foscori pour un Bénin émergent dont la complétude des dossiers a fini d'être vérifiée. L'autre information, c'est l'exclusion définitive de la course du mouvement populaire de libération de Sabi Sira Korogoné, dont les dossiers n'étaient quant à eux pas au complet. Concernant le PRD, l'UDBN, le PER, le FCDB et Moël Bénin, l'examen préliminaire de leur dossier se poursuit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, le gouvernement poursuit sa communication de proximité dans le Bénin. Eh bien, nouveau point de chute ce vendredi. Le campus universitaire d'Abomey-Calavi est devant une foultitude d'étudiants et différents acteurs du monde universitaire. Alain Orunla s'est fait le porte-voix du gouvernement au sujet des réformes en faveur de l'éducation nationale. Retour sur les temps forts de ces échanges à cœur ouvert avec Nicanor Kovi et Yves Agropessi. Le souci d'un solide héritage à laisser à la postérité. Celui du gouvernement de façonner une jeunesse à se doter d'une tête bien faite et pas que pleine. C'est le sens que donne Alain Orunla à son message adressé aux étudiants. À cet effet, argumentation par l'exemple pour illustrer les réformes engagées pour améliorer les performances du système éducatif. Recrutement d'enseignants, projet de construction d'infrastructures, apurement des arriérés d'allocations universitaires. La liste égrenée par le ministre de la Communication n'est pas exhaustive, mais 2 points ressortent du lot tout particulièrement. Le premier point, c'est l'installation du Conseil national de l'éducation le 21 janvier dernier. Ce Conseil national de l'éducation est un outil précieux parce que c'est lui qui donne un contenu et un sens à l'offre pédagogique. C'est l'institution fêtière composée de gens de qualité les plus éminents, ou en tout cas ceux qui font partie des plus éminents, pour se pencher sur l'offre pédagogique, l'offre académique, le contenu des programmes qui permettront à chaque étudiant de trouver son parcours et de pouvoir répondre aux objectifs et à l'ambition du gouvernement. Le deuxième outil qui me paraît utile de vous rappeler, c'est la Cité internationale de l'innovation, ce que nous appelons Semen City, une cité de l'innovation, de la recherche. Et l'ambition à terme, c'est d'avoir plus de 130 000 diplômés d'ici l'horizon 2030. Les réactions ont été à la hauteur de l'exposé, nombreuses, actuelles et pertinentes. Enseignants, étudiants d'aujourd'hui et même ceux reconvertis depuis hier en porte-voix de la jeunesse, les différents intervenants ont reconnu les efforts du gouvernement avant d'étraîner qui ses doléances, qui son mal-être. J'ai dit dans ma note qu'on ne pouvait pas retarder un étudiant à cause d'une UE en année inférieure. Un étudiant qui a validé 90%. Parce qu'on a 180 crédits, on a 60 unités
pour les 3 ans et il lui reste une seule UE. Et il ne peut pas aujourd'hui prendre sa licence. Dans votre allocution, vous avez parlé des chiffres. Mais je voudrais vous dire que nous, étudiants, nous réclamons l'abrogation du décret du 10 mars portant modalité d'octroi des allocations universitaires en République du Bénin. Dans un amphithéâtre, Idriss Déby à température variable s'est amené Alain Oronla à affronter la pléthore de questionnements, souvent comme en lévitation, souvent comme en communion avec ses interlocuteurs. Je voudrais m'exprimer avec la même liberté que vous vous êtes exprimé, c'est-à-dire vous parler de cœur à cœur et de nous mettre tous ensemble en face des mêmes et des vraies réalités. Et je voudrais à cette occasion, pour vous témoigner de la sincérité de mes propos, prier M. Habib Arandessi de bien vouloir me joindre sur le podium pour nous dire que nous avons remarqué son engagement aux côtés des étudiants. Venez, sans traite. Je voudrais partager quelques minutes en sa présence pour dire que nous comprenons, nous respectons les choix des uns et des autres, l'engagement pour lequel on peut aller jusqu'à la privation de liberté, mais que ceci ne veut pas dire qu'on n'aime pas les étudiants, ceci ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les étudiants, ceci veut dire que nous devons pouvoir nous exprimer par les canaux appropriés et mener ensemble le combat pour l'émergence de l'université. Merci Habib. Nous allons nous comprendre, nous nous sommes déjà compris, je l'espère bien, et nous disons bon courage pour le combat. Le gouvernement joue sa partition dans l'apaisement et vous allez comprendre pourquoi, puisque je donnerai réponse à quelques questions. La méthode Oronla au campus a des relents pédagogiques. Renvoyant les étudiants aux faits et aux actes posés par le gouvernement, le ministre de la Communication n'a eu de cesse de rappeler le ancrage, à savoir le pilier 3 du PAG qui place l'homme au cœur du développement, mais également l'axe 5 de cette même boussole de gouvernance qui ambitionne d'améliorer les performances du système éducatif au bénéfice d'une jeunesse que couvre le président Patrice Talon comme la prunelle de ses yeux, selon Alain Oronla. Je voudrais tout d'abord réfuter, parce que je l'ai entendu par de la bouche de l'un de nos camarades, l'idée selon laquelle le président de la République et son gouvernement ne se préoccupent pas de l'université. Vous avez tort de penser cela. La preuve minimale, c'est que l'un des ministres du gouvernement, qui n'a pas dans ses attributions d'être à l'université, se trouve ici. Et comment ma présence ici pourrait-elle se justifier si le président de la République ne vous tenait pas comme la prunelle de ses yeux? Au campus d'Abomey-Calavi, les mots d'Alain Oronla ont résonné comme un renouvellement d'engagement du gouvernement vis-à-vis de la jeunesse estudiantine. En faire aujourd'hui la crème de la crème à l'échelle des ambitions de développement voulues pour le Bénin de demain. Les peines des populations et autres usagers du tronçon Cotonou-Calavi seront bientôt conjuguées. Au passé, le gouvernement vient de décrocher un projet de construction d'un échangeur à Védocor. Alors la séance d'échange de lettres relative au démarrage du projet a eu lieu ce vendredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. Jérôme Moubor, Yves Agrofessi. Nous sommes au carrefour Sika Toyota, au quartier Védocor, à Cotonou. Il y a un gosselot énorme, il y a un gosselot qui ne dit pas son nom, mais bon. Et notre jardin, quoi, tu comprends là. La voie est trop bouchée. La circulation n'est pas fluide. Que les autorités y pensent. La situation préoccupe le gouvernement. L'absence de planification urbaine, l'absence d'organisation de nos espaces de vie, les politiques qui n'ont pas toujours eu à cœur
de tenir compte d'une prospective du développement, ont conduit à créer des cités dortoirs sans prévoir les infrastructures de circulation qui peuvent rendre la vie agréable, qui peuvent rendre la vie pratique. Le gouvernement du président Patrice Talon ayant pris l'engagement auprès de notre peuple de corriger ce qui est à corriger et de surtout rendre plus agréable la vie de nos compatriotes, a donc souhaité qu'entre Cotonou et Calavi, des solutions soient trouvées, tout comme de nombreuses solutions sont trouvées en ce moment en ce qui concerne nos infrastructures. Ainsi, il y a environ 2 ans, sur instruction du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, lors d'une visite de travail à Tokyo au Japon, a évoqué le sujet. Bien que ne faisant pas partie des projets prioritaires, il a reçu l'accord du gouvernement du Japon. À travers ce projet, le gouvernement du Japon est très soucieux de l'amélioration des performances économiques du Bénin, témoigne une fois encore son amitié et sa solidarité au peuple béninois. La réalisation de cet important projet sera faite par des entreprises japonaises qui travailleront conjointement avec des entreprises béninoises afin d'assurer également le transfert de compétences et de savoir-faire. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le coût du projet dans le cadre de l'aide financière japonaise non remboursable au titre de l'année 2020. Je voudrais inviter le gouvernement du Bénin à honorer son engagement pour l'exécution des travaux préparatifs afin que la réalisation du projet ne souffre d'aucun problème. Je puis vous dire que ce gouvernement est un gouvernement qui respecte les engagements qu'il prend vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses amis. Donc je veux vous dire solennellement, au nom du gouvernement de la République, que les engagements pris par le gouvernement du Bénin seront respectés, qu'aucune formalité administrative ou aucune bureaucratie n'empêchera de tenir les engagements qui sont les nôtres, à savoir la libération des emprises, l'organisation des espaces et toute une série d'actions qui sont dans le document d'études. Aucun obstacle ne nous empêchera de remplir nos engagements. À terme, ce passage supérieur à 2 voies rendra fluide la circulation au carrefour Vedoko. Une très bonne nouvelle. Eh bien, bravo, président. Hein. Délai de réalisation, 3 ans. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une séance de causerie-débat entre les femmes des médias. Au cours de cette rencontre, les femmes ont essentiellement échangé sur la question du leadership féminin. Fifame Salomé Ataledji, Bernard Diogui pour le reportage. Les femmes des médias sont des leaders incontournables, mais elles sont confrontées à des difficultés qui freinent l'éclosion de leur leadership. À l'occasion de cette rencontre, il s'agit de réfléchir sur les facteurs qui les empêchent de se révéler au monde. Et généralement, on parle des tâches domestiques et autres qui pèsent sur la femme. Les horaires ne sont pas comme dans l'administration, par exemple. C'est des horaires assez difficiles que tout le monde n'accepte pas. Vous pouvez être amené à rentrer chez vous à 0 heure, à des heures très tardives. Vous pouvez être amené à faire des missions sur plusieurs jours, mais c'est le métier qui l'exige. Pour la plupart, elles ne sont pas non plus dans les organes décisionnels des médias. Donc il faut que ce soit les hommes qui se décident un jour à les promouvoir des postes. Mais aucune de ces contraintes ne devrait empêcher les femmes des médias de s'affirmer. Elles doivent découvrir le talent dont elles disposent et œuvrer pour son éclosion. Il faut pouvoir se regarder, se parler à soi-même, se dire du bien de soi-même, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. L'image sur le leadership, c'est aussi nous, tous ensemble, là, comment on peut s'entraider. Ces pots de banane, comment on peut les balayer. Et pas que les éviter, mais les balayer carrément
pour avoir le droit de travailler en toute sérénité. C'est à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons faire la promotion véritable de la femme communicatrice et communicante. Cette femme-là qui reste dans l'homme et qui travaille jour et nuit pour faire valoir ce que nous voyons tous à la télé, ce que nous entendons au niveau des radios, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sans qu'on appelle leur nom. Selon la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, cette rencontre est la première d'une série. De façon périodique, on sera amené à faire l'exercice de nous retrouver sur différents sujets pour échanger et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lever les barrières et éviter les pièges qui se présentent à nous dans l'exercice de notre profession. Cette rencontre d'échange a permis à ces femmes de faire des propositions de stratégies. Des stratégies qui seront mises en œuvre pour une éclosion du leadership féminin dans le monde des médias. Et on reste sur la même thématique, mais cette fois-ci au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les femmes de ce département ministériel ont également marqué de leur empreinte cette journée des droits des femmes. Et elles ont eu le soutien du ministre Gaston Kossi-Dossoui. Reportage Henri Fachinan, Petroni Lokoso. Ces femmes sont heureuses. De la joie dictée par la musique de l'artiste Ricos Campos. Réunies au sein de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, elles célèbrent la 25e édition du 8 mars. Je veux vous voir toujours blanches et immaculées. Des femmes propres, des femmes dignes, des femmes éclatantes. Pas du point de vue du visage, mais dans les actions, dans les actes. Et si vous travaillez réellement, vous devez gagner la richesse. Pour accepter de célébrer la femme dans le contexte africain où les mœurs de féodalité peinent à disparaître, il faut être un grand homme pour reconnaître la valeur de la femme et son rôle aux côtés des hommes pour un développement harmonieux de notre société. Pour marquer l'événement, les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont organisé une séance de don de sang, une foire agroalimentaire et une journée récréative. C'est vraiment une très belle initiative que les femmes du MAEP ont eue en décidant de fêter la gifle de cette manière-là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la solidarité. La solidarité de toutes ces femmes-là, parce que les femmes sont venues de la Takora, des communes reculées de la Takora, de la Donga, de la Libori, d'un peu partout. Cela témoigne vraiment de l'importance que nous donnons à cette célébration-là. Mes impressions pour la journée d'aujourd'hui, elles sont très bonnes parce que nous sommes toujours en apprentissage. On ne finit jamais d'apprendre. Ma présence ici aujourd'hui m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses et cela me permet de me perfectionner. Des femmes s'investissent dans la transformation des produits agricoles. Et on évoque la même problématique au ministère du Développement avec les femmes qui ont également célébré cette journée qui leur est dédiée. On va retrouver au ministère d'État chargé du plan Gilles Dansou et Yves Agroprécy. On célèbre toujours la femme ici au ministère du Plan et du Développement. Échange à bâton rompu avec le ministre Abdoulaye Biotiare sur les préoccupations majeures liées aux conditions de travail de ces femmes. Une bonne ambiance de partage. Quelques femmes du ministère en activité comme à la retraite livrent leurs impressions. Il y a des femmes qui travaillent au ministère mais qui n'ont pas le privilège parfois de parler, d'avoir l'occasion de s'exprimer avec le ministre d'État. Et je pense que c'est une occasion vraiment louable pour chaque femme travaillant au ministère du Plan et du Développement de pouvoir poser des questions de leadership féminin
pour l'amélioration de nos conditions de vie, de travail. Et quand j'ai vu l'ambiance, je suis vraiment contente, très ravie. Et je suis dans une grande joie pour dire oui. Les femmes comptent. Les femmes comptent. Et la manière dont les choses sont disposées, ça veut dire qu'il y a meilleure organisation au niveau du ministère. Et je crois que ça va s'étendre sur tout l'ensemble du système et de développement dans les autres ministères aussi. Le ministre rassure. Il dit que pour ce qui concerne l'équipement informatique, tous les cadres doivent avoir au minimum un ordinateur. Et on va travailler là-dessus. Donc je vais veiller à ce que tous les cadres du ministère, hommes et femmes, aient un ordinateur. C'est un instrument de travail. Parce que c'est ça, vous savez, nous sommes dans un contexte où marqué par deux choses. La première chose, c'est que l'État béninois doit plafonner ses dépenses surtout de salaire. La masse salariale, aujourd'hui, vous êtes la plupart des économistes et planificateurs, la masse salariale de façon générale est trop élevée par rapport aux recettes que nous recouvrons. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas le moment de recruter de manière additionnelle. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer déjà les conditions de vie de ceux qui sont là. Moi-même, j'ai recommencé par faire du sport, donc je comprends parfaitement ce que vous dites quand vous dites qu'il faut construire un gymnase pour que vous puissiez avoir un équilibre entre le travail et la vie normale. Dernier point que je veux évoquer, c'est la question du plan de formation qui vous tient à cœur. Et vous avez raison. Pour le moment, on est en train de réexaminer toutes ces questions-là avec le ministère du Travail. On va effectivement trouver une bonne solution à cela. Remise de cadeaux aux femmes retraitées et partage d'un repas, ce sont entre autres les autres activités inscrites dans le cadre de la célébration de cette journée. Eh bien, la Journée internationale des droits de la femme offre l'opportunité de revenir sur une question qui revient tel un serpent de mer. Il s'agit bien de la question de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Et à cette occasion, Jean-Claude James est allé interroger quelques universitaires à ce propos. On les écoute. À l'université, on accédait au poste par les élections. J'ai été élu chef de département adjoint de géographie en 2008. C'était les élections. On faisait la campagne à bonne et due forme. Ce n'est pas une affaire sexiste. Après chef de département, après vice-doyen. Tout ça, c'est les élections. Et j'ai aussi élu doyen. On n'interdit pas à une femme de lever le doigt pour dire je vais être candidate. Mais il faut avoir le courage de lever le doigt. On ne pourra plus dire aujourd'hui que nous voulons des femmes compétentes. On n'en a pas vu. Ah non, il y en a. Je dirais, pour accéder au poste de responsabilité, il faut d'abord croire en soi-même, étudier correctement, se faire valoir, avoir le courage de continuer. Pour parfois, les femmes n'ont pas le courage. Parfois, c'est les parents qui ne veulent pas investir dans la femme pour qu'elle puisse atteindre un niveau élevé. Je dirais aux parents de croire en ces femmes, de pouvoir investir sur le capital humain pour qu'elles puissent aller jusqu'au niveau, elles ont la capacité de pouvoir le faire. Mon secret, c'est d'abord la capacité à travailler en équipe. C'est très important. Seul, vous ne pouvez pas aller loin. Vous allez vite, mais pas loin. Et c'est de compter avec les hommes. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans un environnement très masculin, donc on ne peut pas mener des actions seul dans son coin. Il faut toujours compter avec les hommes, s'associer avec les hommes. Voici le secret, croire en soi et composer avec les hommes qui sont une autre partie de la société. C'est ça aussi, le genre. Vous voyez, c'est comment le pouvoir est réparti, n'est-ce pas, entre hommes et femmes selon le contexte social et culturel. Mais jeune sœur,
À mes étudiantes, je leur ai toujours dit, même au cours, de travailler. De travailler parce que la compétence prend ses bases depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Le travail en équipe, le courage, la détermination. Personne n'ira te trouver dans ton coin pour dire viens, tu dois te faire découvrir. L'agréable peut venir, mais il y a quand même des fondamentaux. Les fondamentaux là, et c'est une bonne formation, c'est de la compétence, c'est de se rapprocher de leurs aînés qui peuvent les aider et de laisser tout ce qui est fils, qui n'honore pas la gente féminine. C'est de croire en elles d'abord, de croire en leurs capacités et de se dire qu'elles sont capables au même titre que les hommes. Elles ont les mêmes droits. C'est de s'affirmer et de valoriser leur potentiel. Elles ont beaucoup de potentiel. Il ne faut pas qu'elles doutent de ce potentiel. Elles peuvent bien être au même niveau que les hommes et elles le prouvent au quotidien dans nos amphis. L'égalité, le droit des femmes à occuper le devant de la scène, c'était donc une problématique abordée à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes à Dassa-Zoumé. Pour sa première célébration de cette journée, eh bien, la Caisse mutuelle de prévoyance sociale et la CSA Bénin ont eu une attention particulière à l'endroit des femmes concasseuses de granit de Dassa-Zoumé. Fémin Bassao, Abloufo Idrissou. La célébration de la Journée internationale de la femme est marquée d'un cachet spécial à Dassa-Zoumé. Dans cette ville, aux 41 collines, les femmes concasseuses de granit sont exposées à divers risques. Cette journée du 8 mars constitue donc une occasion pour la Caisse mutuelle de prévoyance sociale et la CSA Bénin pour sonner l'alerte. Les statistiques ont révélé que pour 20 femmes sur vos sites, on ne trouve que 2 ou 3 hommes. Pourquoi retrouvons-nous beaucoup plus les femmes que les hommes pour cette activité de concassage au Bénin? Les femmes acceptent-elles plus facilement le minimum qu'on leur donne pour ce travail? Pas de réponse concrète. Journée internationale de lutte pour la défense des droits des femmes et non. Journée de la fête des femmes, encore moins. Journée de réception de fleurs, de cadeaux ou je ne sais quoi. Assez! Stop! Pour les choses qui chosifient la femme. Plus qu'une simple réjouissance, l'occasion est saisie par les femmes concasseuses de granit et de Dassa-Zoumé pour mieux appréhender les dangers et risques liés à leur métier. Ceci à travers 2 communications relatives à la sécurité du travail et à la protection sociale. Vous convenez avec moi que tout développement durable d'un pays en voie de développement comme le nôtre repose sur la dynamique de son économie sociale. Et l'initiative des femmes concasseuses de Dassa-Zoumé est un exemple palpable de cette économie sociale. En organisant ces assises sur les thèmes cités ci-dessus, la CSA est en phase avec les objectifs du ministère du Travail et de la fonction publique en matière de protection sociale des travailleurs béninois, tels que prévus par la Constitution de notre pays et réaffirmé par le gouvernement du président Patrice Talon dans son programme d'action. Clou de la manifestation, la distribution de lunettes spécialisées et de marteaux aux femmes concasseuses. La Caisse mutuelle de prévoyance sociale et la CSA Bénin marquent ainsi leur affirmation pour une protection sociale au profit des travailleurs du secteur informel et du monde rural. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre attention. À 23h30, Jérôme Mouba pour le JT Soir. Et à demain.